BJ, les amis, comment ça va? Ça va très très bien. Écoute, ça va au top, ça va au top. J'ai fait, enfin, le call du matin est fait, le BJ a été posté, et je vous rejoins. Voilà, il fait beau. Je suis en train, il y a eu un dernier petit print, mais évidemment, moi, à chaque fois, c'est toujours sur des petites sommes, mais il y a eu un dernier petit print là sur Virtual aujourd'hui qui est juste phénoménal. Là, on est en x80, Joli. donc écoutez, voilà. Franchement, aujourd'hui, tout va bien. En plus, on a des petits Les APA, bleus, des altes et les tout. C'est bougies sont vertes. C'est magnifique ça. Hein, exactement. Voilà. Qu'est-ce que demande le peuple? Ah, on a mis les lunettes, hein. T'as vu? Oui, c'est énorme. Putain, elles sont sur le bureau. Moi, je les mets pendant le budget, mais après, je les laisse. Je sais que beaucoup de personnes pensent que je passe la journée avec sur la tête, mais je dois admettre que c'est faux. Je pensais que t'étais dans le métaverse, moi déjà. Je sais bien, frérot, je sais bien, mais quand il y a des calls clients, c'est un peu moins, c'est un peu moins évident. Oui, c'est vrai que en Zoom call moyen. Voilà, Moyen. ça la fout un petit peu plus mal. Mais voilà, les amis, ne le répétez à personne pour qu'on puisse faire continuer le lore que Frenchie a des mock glasses sur la tête tout le long. Mais voilà, effectivement, je dois l'admettre, quand il y a des calls clients ou quand je suis avec ma meuf, pas de mock glasses sur la tête. À part ça, on les met. C'est juste pour s'adresser à sa communauté de dégènes, hein, c'est-à-dire nous, avec ce fameux BJ, DJ, hein, que tu as très très bien iconisé d'ailleurs. Et chapeau à toi pour ces updates, parce que franchement, ces vidéos, elles font vraiment plaisir au quotidien. Grave. En fait, danser. Ouais, mais c'est marrant parce que je les utilise moi aussi pour me booster en début de journée, en fait. Tu vois, genre, bon, là, en ce moment, c'est forcément plus simple. Les marchés sont verts. Je vais pas dire que tout va bien, mais tout va mieux. Donc, en gros, t'as la pêche, c'est l'été, tu te lèves, il fait beau. Tout ça, enfin, il y a plein de green flags en même temps, donc c'est pas difficile. Mais quand t'es en bear, quand t'es dans des moments où tu te prends des moins 30% sur la gueule, etc., et que tu te dis, en réalité, là, c'est le moment de faire en sorte que les gens ils puissent se dire, allez, on va peut-être finalement passer quand même une bonne journée. Et ben, en fait, tu sais, je me mets dans un mindset à ce moment-là, et ce moment où je fais mon BJ, tu vois, genre, c'est cette énergie que je vais chercher à ce moment-là. En fait, vraiment, c'est un moyen aussi d'aller puiser chez WAM ce genre de choses. Et au final, ça me permet moi aussi de passer un meilleur début de journée. Parce que, comme tout le monde, hein, quand on se tape des moins 30 dans la gueule, le matin, quand je me lève, évidemment que j'ai pas cette énergie-là. Donc, c'est aussi un super moyen pour moi de commencer la journée de façon plus cool, quoi. Ah, mais c'est cool, ça fait plaisir de voir l'énergie tous les matins, quoi. C'est ça. Et puis, le BJ fait toujours rire les ricains. Et moi, c'est vrai que ce bridge entre les ricains et les Français, c'est quelque chose de super important pour moi. Tu vois, j'essaye de recevoir le plus possible de gros builders, de faire des interviews en anglais et français pour les gens et tout. Et BJ aux États-Unis, ça veut dire blowjob, donc ça veut dire sucer. Et donc forcément, ce côté bonjour BJ, ça les fait rire parce qu'ils adorent les Français aussi, et ce côté un peu bonjour, croissant, pain au chocolat et tout ça. Donc il y a un truc marrant. Hier, il y a un mec d'ailleurs qui m'a envoyé un scud sous mon BJ en disant ouais, BJ, ça sonne mal, je vais pas mentir, c'est vraiment de la merde. Bon, évidemment, j'ai pas répondu. Chacun a son avis là-dessus, et je peux comprendre, hein, qu'il y ait des gens qui trouvent ça ridicule ou autre, mais moi, ça me fait rire en fait, juste. Et donc pas de prise de tête là-dessus, mais c'était marrant. C'est la première fois que je reçois un scud là-dessus, donc ça m'a fait rire. Ah ouais, moi je kiffe, tu l'as iconisé et tout. Honnêtement, c'est propre à toi-même cette expression. Ouais, c'est ça, exactement, en réalité. Et puis c'est d'où c'est parti, parce que c'est important pour que les gens le sachent, parce qu'il y a une histoire marrante derrière. C'est au moment du premier très gros NFT Paris, parce qu'il y en avait eu un avant qui était à Station F, mais ensuite ils ont fait un autre NFT Paris là de façon beaucoup plus scalée. Et donc ils avaient invité tous les ricains. Et en fait, il y a une meuf qui était très présente sur la timeline à l'époque, qui s'appelle Laura Wolf, qui est un peu moins présente depuis une bonne année et demie, 2 ans là sur Twitter, mais qui était très suivi, etc. Il y avait tout un groupe d'anglais et de ricains qui s'était créé, où ils m'avaient ajouté dedans parce que j'étais un peu le seul français qui était très souvent avec les ricains. Et ils avaient appelé ça justement BJ, pour le bonjour et pour cette blague avec le blowjob. Donc je ne l'ai pas inventé en réalité, ce BJ. Mais du coup, comme j'étais le petit français du groupe, évidemment, je l'ai poussé au maximum. Et quand NFT Paris s'est arrêté, eux, ils ont tous arrêté de l'utiliser parce que il y avait plus NFT Paris. C'était autour d'NFT Paris que c'était cool de le faire. Et du coup, moi, c'est vraiment devenu le truc où, au lieu de dire JM uniquement, je me suis mis à dire BJ. Et ensuite, j'ai voulu en faire un moment vraiment spécial avec les vidéos, etc. Mais du coup, ça part d'un groupe qui avait été créé où tu avais tous les mecs
à l'époque, les Frank D. Gods et tout, qui étaient à l'époque adulés, évidemment. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. T'avais les Shiv de la team de Pudgy, Gigi aussi, qui à l'époque était vue comme une très bonne KOL, mais avec toutes les histoires sur les meme coins, elle s'est faite assassiner. Mais en gros, du coup, t'avais tout un groupe avec des mecs qui sont aujourd'hui encore super legit et d'autres qui sont vus aujourd'hui comme des plus du tout legit. C'est aussi l'avantage et le désavantage du Web3, c'est que ça va très vite quand il y a de l'oseille en jeu, qui étaient là-dedans et qui étaient en fait, eux, un peu les instigateurs du budget à la base, quoi. Ok, nice, c'est intéressant pour le coup d'avoir la petite histoire, l'origine en tout cas du terme qui te l'accompagne et accompagne des centaines de dégènes, je pense, au quotidien. Ceci étant dit, justement, mais ça, d'ailleurs, c'était avec un plaisir non distingué hein, qu'on te reçoit aujourd'hui. On a reçu ton homologue Ruskov il n'y a pas longtemps et Oui. pour cause, les marchés sont back. We are so back. Il y a un mois, on était proche de la faillite. Aujourd'hui, on est proche du concessionnaire. Ça va mieux. On est de retour. Et la question que j'ai envie de te poser, surtout que ça a beaucoup bougé aussi pour toi, on a vu que tu as reçu Lucas Netz vis-à-vis d'Abstract, tu as quelques trucs un petit peu dans le top, tu as du Abstract, les Trenchies, t'es là, il y a du méga ETH aussi un petit peu, je sais que tu surveilles pas mal de choses. On a la commune qui est peut-être un petit peu moins focus justement sur ces choses-là. Ouais. Et donc, je voudrais te poser une question un petit peu sur... comment tu résumerais en quelques temps ce qui se passe dans les couloirs du monde des dégènes qui est intéressant et qui pourrait fomenter des hypes qui pourraient être un peu soutenus sur ces prochaines semaines, prochains mois? Écoute, c'est vrai que moi, je suis beaucoup sur Abstract parce que, en fait, moi, j'aime beaucoup les NFT à la base et que c'est vrai que Abstract a été lancé par Lucas, qui est quand même à la base de Pudgy, enfin celui qui a repris Pudgy et qui en est aujourd'hui le founder. Et donc, c'est vrai que ça a été assez naturel pour moi de faire ce shift-là. Alors, moi, en réalité, on va dire que les 3 choses sur lesquelles je passe le plus de temps en ce moment, et une des choses sur lesquelles je reste très ouvert, et du coup, ça va rejoindre un petit peu parce que je vois que vous avez eu une discussion là-dessus, donc ça rejoindra un peu en ouverture. Mais du coup, il y a Abstract, évidemment. J'ai fait une interview avec Lucas, comme vous l'avez dit la semaine dernière, et j'ai réussi à lui tirer les verres du nez. Joli, ouais. Voilà. Donc, du coup, en fait, je pense que j'ai juste posé la question que personne n'ose lui poser d'habitude. Et bon, moi, évidemment, je voulais le faire parce que dans la commu, c'était une des questions qui était le plus posée et j'ai juste posé des questions de la commu, en réalité. Mais du coup, on a à peu près une date maintenant pour le airdrop. On sait que ce sera sur les 3-4 derniers mois de l'année. Et donc, le fait que ça donne une date, pour moi, ça veut dire que justement, déjà, on a encore un peu de temps. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on a encore des mois à pouvoir justement prendre de l'XP dessus. Et 2, les gens, on peut build un momentum en fait. Il y a moins ce côté, ouais, mais ça va aller à la cave pendant des mois avant le TGE, puisque maintenant on sait qu'on est dans les mois avant le TGE, tu vois. Et donc, je pense effectivement que ça peut être intéressant de passer du temps dessus, même si on n'y a pas encore passé du temps. Évidemment, il y a des gens qui vont avoir une longueur d'avance, mais un mec justement comme toi, Smartmo, en vrai de vrai, c'est quoi? C'est depuis le déjeuner Coinbase que tu t'y es mis, depuis le lendemain ou le surlendemain du déjeuner Coinbase, donc PBW, donc c'était en avril. Là, on est fin mai et tu es déjà gold sur Abstract, etc. Donc, il y a largement moyen de pouvoir s'y mettre et si tu t'y mets à fond, d'aller rattraper le retard d'autres personnes qui, elles, le font un peu en dilettante, tu vois. Donc, sur Abstract, je pense qu'il y a des choses à faire, surtout qu'il y a des nouvelles sorties. Là, justement, sur mon budget aujourd'hui, j'ai parlé d'un petit jeu et c'est marrant parce que dedans, il y a l'IP de Ruskov. C'est un petit jeu qui a été sorti LOL Games par YGG, Yield Guild Game, qui est un des T'as des trucs à l'écran justement pour illustrer un peu? Ouais, si vous voulez. Alors attendez, parce que le problème, c'est que Yield Guild Game, il y a un son horrible. Quand j'étais dans les coulisses, il y avait le son dessus, et donc il faut que je le coupe, mais je sais pas où est-ce que je le coupe. Mais attends, bougez pas. Tu peux mettre mon clé en muet, moi je sais ce que je fais en général quand c'est comme ça. Oui, mais justement, en fait, alors peut-être que c'est ça, mais moi sur Restream, peut-être que sur StreamYard ça fonctionne, mais sur Restream ça marche pas. Il faut que je coupe le son du site, sinon si moi je le mets en muet, ça le coupe pour moi, mais les gens en live l'entendent. Donc dites-moi si ça bug, les amis. Je me connecte juste avant de partager l'écran. C'était quoi mon code déjà? Alors, attendez. À l'occasion, il y a Arta qui nous demande où il peut acheter la magnifique casquette que tu portes. Malheureusement, les amis, cette casquette n'est pas en vente. C'est vraiment un de mes petits bijoux. En fait, c'est OSF. Alors, attendez. Là, il y a le son. Dites-moi si ça marche. Là, je vais couper le son du site. Est-ce que c'est bon ou pas pour vous? Ton écran, là, pour nous, c'est bon, mais j'ai pas ton screen. Alors, attendez. Hop là, partager l'écran. Partager l'écran. Lolland. Hop là. Voilà.
Ouais, si, on l'a. Et ouais, vous l'avez quand même, tu vois, c'est ça le problème. Putain, je sais pas quoi faire. Il faut que j'aille regarder. Je vais aller dans les réglages. Juste là, je suis en train de connecter mon wallet, donc peut-être muter mon son pendant une seconde, les refs, Ok. si vous voulez. Moi, je vous fais un petit son OK quand j'ai trouvé. Ok. Ouais, sinon, de toute façon, c'est pour. C'est sur Iceworld du coup. Hop là et hop là. Voilà. Normalement. Là, c'est bon. Allez, magnifique. Ok, parfait. Donc du coup, je vais rentrer dans Iceworld. Et donc en gros, bah, vous allez voir ici. Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs types de jeux en fait sur LoL Land. Et en gros, bah, vous voyez ici en bas de l'écran. Bon là, il est en train de partir, mais il va revenir. Et en fait, ici en bas de l'écran, c'est Ruskov qui avait du coup qui a eu l'opportunité. Il a été payé pour que Yield Guild Game puisse utiliser son PUBG et son IP. Donc c'est assez cool. C'est un des trucs que PUBG met en place justement. Mais donc voilà, donc ça c'est un nouveau jeu qui est sorti sur Abstract et donc évidemment les amis, et je vous remercie ceux qui le font et ceux qui ne veulent pas le faire et qui veulent le faire tourner entre eux, etc. N'hésitez pas. Mais sur mon budget du jour, j'ai mis en dessous mon petit lien ref. Ceux qui veulent l'utiliser, grand merci à vous. Ceux qui veulent pas, c'est pas grave du tout. Mais voilà, ça peut peut-être m'aider si ça devient un jeu banger. J'ai aucune idée. Pour l'instant, j'ai juste commencé à y jouer ce matin. Donc c'est un petit board game avec ici tu lances comme des dés un peu à la Monopoly. Et tu prends des points. Je suis en train d'essayer de le comprendre un peu, mais du coup, je le streamerai un petit peu sur Abstract dans les jours qui viennent, si vraiment je m'amuse dessus, si je m'amuse pas dessus. Avec ton wallet Abstract, hein, il te fait de l'XP celui-là aussi, du coup. Exactement. Ah bah oui, c'est ça. Tu te connectes avec ton wallet Abstract, donc il y a moyen de faire de l'XP. Et comme ça vient de sortir, et comme c'est un très gros acteur, il y a moyen qu'Abstract veuille le push, qu'on voit éventuellement la team. Si je vois la team d'Abstract le push et dire qu'il joue dessus, je peux vous dire que je vais le saigner au moins cette semaine pour aller chercher de l'XP. Ça, c'est clair et net. Surtout que des fois, les nouveaux jeux comme ça, ils sont démultipliés en XP aussi. Abstract, l'XP, en fait, tu la farmes là où est l'attention. C'est ça. Si c'est exactement. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est ce que j'allais dire. Tu as totalement raison. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, la semaine dernière, l'attention était à fond sur les meme coins parce que tu as plein de gros KOL qui sont rentrés sur Abstract, sur les meme coins Abstract, etc. Et donc, bah, clairement, il y a eu à fond d'XP pour les personnes qui avaient tradé et holdé des meme coins la semaine dernière. C'est facile, en fait, quand tu es à fond dans l'écosystème, c'est assez facile de voir où est-ce que cette semaine ça va tomber. En revanche, quand tu es un tryharder d'une application qui est une application sur le portal Abstract, là aussi, tu vois, par exemple, quand tu es top 10 d'une app, tu peux prendre un max d'XP alors même que tu n'étais pas dans la méta de la semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est ce côté où tu peux aussi choisir un petit peu ta façon d'aller chercher cette XP-là, quoi. On a Jay qui dit... Vas-y. Non, il y a Jay qui pose la question. Je suis désolé, c'est une déformation professionnelle. Je regarde le chat à fond. Yes. Bah, j'allais y venir justement et je te pose une autre question en parallèle. C'est tu conseillerais quoi à des débutants justement pour aller choper de l'XP et par extension, à quoi sert cette XP? C'est la question de Jay. Ouais. Alors, déjà, faites pas des transactions pour faire des transactions. Ça, c'est très, très, très mal vu par la team Abstract. Et si vous faites que ça, ce sera, en gros, ce qu'on a l'habitude de faire quand on va chercher d'autres testnets ou d'autres L2 avant leur token. Il faut surtout pas le faire. Ça, c'est la première chose. C'est quoi ne pas faire. Quoi faire? Très sincèrement, déjà, chopez bien vos badges toutes les semaines parce que même si les badges eux-mêmes chaque semaine n'apportent pas d'XP, je pense que ce sera une très bonne façon pour eux d'aller mettre des multiplicateurs le jour où il y aura un airdrop. Parce que je sais pas, je vais vous montrer mon écran aussi en même temps parce qu'il y a un tweet d'un mec qui est un créateur qui est un Français, même s'il tweet en anglais, que j'aime beaucoup. Et donc, je trouve qu'il y a pas mal d'insights sur ce tweet-là. Voilà, je vous partage cet onglet. C'est JB, OX-du-bas JB, qui a fait un tweet justement sur les badges sur Abstract. Et en gros, quand vous regardez, il a mis les stats et c'est notamment là que c'est intéressant. Donc, vous avez 615 000 wallets qui ont au moins un badge sur Abstract. Et là, vous voyez les wallets en fonction du nombre de badges. D'accord? Moi, il faut savoir que j'en ai 21 pour l'instant. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on n'est que 369 à en avoir 21 et plus. 190 à en avoir 22 et plus. Là, moi, je vais choper mon 22e justement aujourd'hui ou demain. Il faut juste que j'installe un VPN et j'ai jamais installé de VPN sur l'ordi. Mais voilà. Mais donc, en gros, je pense que ces badges-là vont quand même permettre de filtrer un peu ou d'aller chercher des bonus beaucoup plus importants. Donc, essayez d'aller choper les badges. Il y a certains badges qu'il faut aller choper. Il faut avoir de la liquidité pour le faire. Mais au moins, c'est des badges que peu de personnes ont. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Et c'est notamment, voilà, là, je vous le montre en même temps. Vous allez voir que par exemple, The Sock Master, il n'y en a que 1000 qui ont le badge.
bah, c'est un badge. Les chaussettes, elles coûtent 600 balles. Vous pouvez ensuite les revendre, mais vous aurez claim votre badge, vous les revendez. Bah, il aura fallu de la liquidité pour le faire, mais au moins, vous êtes parmi les peu de gens qui l'ont. Le multiplayer mobile. On Ouais. l'a fait avec Beauty. Ouais. Moi, j'ai réussi à le faire claim. J'ai revendu un stand. Je me suis fait 45 $ à peu près. Et Magnifique. Beauty, je sais plus combien tu m'as dit que tu t'étais 20 fait. $, les gars, 20 $, putain. Ouais, mais tu claims un badge et Oui, tu oui, t'es carrément. payé mieux Et qu'un pour le salaire claim. horaire au travail, quoi. Donc, let's go. C'est exactement ça. Donc il faut juste bien timer le truc et il faut avoir la leak, tu vois, parce que moi c'est vrai que je sais pas exactement les gens qui vous écoutent au quotidien, mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup parler aux personnes qui ont des petits wallets parce que moi je me considère vraiment dans un entre-deux, je me considère pas du tout comme un gros wallet aujourd'hui. Et donc c'est important pour moi de pouvoir montrer aux gens comment on peut aussi faire de l'argent parfois sans en dépenser ou en dépensant très peu. Donc forcément ce badge là, si t'as pas les 600 balles, et il y a plein de gens qui peuvent pas d'un coup acheter un truc 600 balles même si c'est pour le revendre après, bah, ce badge-là, forcément, ce sera difficile de l'avoir, mais le fait que ce soit difficile, c'est aussi ce qui fait que peut-être ça peut être un badge qui va être bien reward, tu vois. Pareil pour le gacha et le multiplayer. C'est des badges qui nécessitent de... Là, ils m'ont coûté cher. Eh oui. Ceux-là, ils Eh m'ont oui. coûté cher, putain. C'est pour ça. Et tu vois, regarde, déjà, si tu as gacha, multiplayer, Sockmaster, vu qu'il y a 1700, 1400, 1000, déjà, si tu as ces trois-là, je pense que tu te retrouves dans le top 1000 boost si les badges servent à booster un jour. On peut pas le savoir, évidemment qu'on imagine, mais je pense que déjà, tu te retrouves dans le top. Et ça, c'est super intéressant de se dire, bah, je commence comme ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de badges en haut qui étaient des flash badges. Là où il y a écrit flash, ça veut dire que vous pouvez plus les avoir. Vous n'y avez plus accès. Mais les secrets, bah, c'est des badges que vous pouvez toujours avoir. Et donc, moi, le 22e que je vais aller chercher, là, c'est le Myriad. Et le Myriad, il faut jouer en USDC 500 balles. Il faut faire 500 balles de volume. Donc, si tu fais 260, comme ça, tu es sûr qu'il y a les frais en plus. 260, tu achètes une chair, tu la revends 260. Bah, tu sais que tu as fait tes 500 balles de volume, tu claims ton badge, ça t'aura rien coûté. Mais malheureusement, vu que c'est du prediction market en USDC, c'est pas disponible en France. Donc il faut que je le fasse avec un VPN. Donc voilà. Donc pour moi sur Abstract, c'est un peu ça les alphas, c'est aller chercher les badges secrets si vous avez de la leak, parce que je pense que ça va vous permettre de up. Si les badges servent vraiment par la suite, vu qu'ils amènent très peu d'XP aujourd'hui, je pense qu'ils auront un réel intérêt par la suite, moi perso, mais NFA, mais ça vous permettra de faire un bond en avant. Et sinon, regardez ce qui se passe. Allez suivre des profils abstracts comme JB, comme moi éventuellement, mais je suis pas forcément celui qui en parle toute la journée, mais en tout cas peut-être que j'en parle tous les jours, donc ça vous permettra d'avoir au moins des premiers insights là-dessus. Mais essayez de voir un petit peu cette semaine quel est le truc dont tout le monde parle sur Abstract. Cette semaine, quel est pardon, le mint de NFT qui est soutenu par la team Abstract. Et donc, en holdant un peu ces bagues-là, en interagissant un peu avec ces bagues-là, il y a moyen d'aller chercher de l'XP, je pense, de façon intéressante, quoi. Donc ça, c'est pour Abstract. Et pour le but... L'XP, grosso modo, ça va être un baromètre de l'utilisation que tu as eu d'Abstract et est-ce que tu as farmé de manière legit. Et je crois que vraiment, pour le coup, pour Abstract, c'est pas la peine de se faire plusieurs comptes du tout parce que c'est très compliqué déjà des fois d'avoir tous les badges sur un profil. Donc le multi-wallet, je pense qu'en plus, ils ont des dispositifs pour te tricard. Mais les XP, en vrai, il vaut mieux les concentrer sur un seul compte aussi. T'es avantagé sur ça. En fait, c'est là que je trouve qu'ils ont été très intelligents, Abstract. C'est que c'est très difficile de faire du Sibyl. Mais pas dans le sens créer un compte, etc. Ça, c'est facile. Mais frérot, si tu veux vraiment manger de zinzin sur plusieurs wallets, va falloir se donner. C'est pas la même chose que sur d'autres trucs où tu peux faire de la transaction, où tu peux un peu botter des choses, etc. Et je trouve que là-dessus, ils ont été très intelligents. Et du coup, bah ouais, effectivement, il n'y a pas la même TVL qu'ailleurs. Mais c'est un peu ce que Lucas, justement, me disait. Il me disait, nous, la TVL, ça nous intéresse pas. La TVL, le nombre de wallets, le nombre d'utilisateurs, le nombre de transactions, c'est pas des trucs qu'on veut mettre en avant. On s'en bat les yucks. Ça, c'est farmable. Ça, c'est fakeable. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les revenus des applications et la rétention des users. Et en réalité, je trouve que c'est très intelligent. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir dans le Web3. Du coup, ça crée une TVL qui est tellement basse que beaucoup de farmers n'y vont pas à fond parce qu'ils se disent ouais, mais en vrai, ils n'ont pas levé beaucoup de fonds, la TVL est basse. Mais en vrai de vrai, vu qu'ils ont levé peu de fonds, bah, ça veut dire peu de VC derrière. Et ça veut dire que pour moi, on peut se retrouver dans un entre-deux entre le narratif justement Hyperliquid et le narratif L2 qui va à zéro. Et un bel entre-deux dans lequel le fun, les IP PUBG, etc. pourraient peut-être porter un petit peu ça pour le futur, tu vois. Donc
Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant sur Abstract, et c'est pour ça que moi, c'est là que je passe la majorité de mon temps libre actuellement, à faire des lives sur Abstract aussi, et à streamer, à utiliser les jeux en live, à rigoler un peu avec la communauté dessus, etc. Et notamment le fait qu'ils aient ajouté des lives avec des streamers, je trouve ça cool parce que justement tu crées un peu cette culture de les streamers ils vont jouer, les personnes peuvent leur faire des donations en crypto instantes, les streamers vont pouvoir jouer avec ça crée des moments un peu fun, un peu drôles, etc. Et donc il y a une sorte de culture qui se crée, une pré-culture, parce que tant qu'on n'a pas un TGE, et on l'a vu, on en a un peu souffert avec Berachain ces derniers temps, il faut faire attention en utilisant le mot, il y a une culture de malade, mais en tout cas, il y a quelque chose de cool qui est en train de se créer dessus, et moi j'ai un côté never fade Lucanet, donc j'ai pas envie de le fade actuellement, quoi. Ça c'est clair et net. Et les XP, mine de rien, quand tu vas sur le Abs, quand tu vas sur les récompenses, si tu peux checker, là je sais que tu es dessus en même temps. Ouais. Va dans le mien, parce que attends, là je suis celui de Wen, mais tu vois, c'est un démo, mais celui-là. Ouais, si tu peux aller sur les récompenses, descends un peu. En bas à gauche, c'est la case qui est vide là. Donc là, c'est tes badges. Non, t'inquiète, t'as rien à cliquer. Juste en bas à gauche, la case vide là, en dessous le In the Moment Monaco badge là. Oui. Tu vois, voilà, exactement. En fait, on pense aussi que les XP à terme pourront permettre d'obtenir des perks parce qu'ils ont notamment inté, notamment le CEO d'Abstract. Et là, avec Red Bull, on en a un premier exemple. Mais ils ont inté qu'il y avait beaucoup de multinationales qui allaient faire des partenariats avec Abstract. Et donc, on se dit que peut-être l'XP pourrait permettre en plus d'avoir des perks par la suite et de dire aux gens restez sur Abstract parce qu'en réalité, plus vous allez continuer à utiliser nos dApps, etc., plus vous allez avoir des perks IRL. Et donc, on peut peut-être imaginer, j'en sais rien moi, tu sais, mais des miles genre Amex, avec des boîtes, des hôtels partenaires, des trucs comme ça et tout. Et donc, avoir un peu ce côté Abstract, c'est le seul endroit où j'ai besoin d'être. J'aurai mon wallet, j'aurai des dApps cool, j'ai du streaming, j'ai des perks en restant dessus, quoi. Et ça pourrait être intéressant si, évidemment, il y a les bons partenariats pour, quoi. Déjà, on note, effectivement, en ce moment, il y a eu, justement, ils ont créé un flash badge là, qui est claimable en ce moment, Gate et Red Bull Racing. Donc, c'est vrai que moi, je me rappelle cette discussion qu'on a eue en fait quand on était à Paris tous les deux, et tu me l'avais très très bien expliqué. Et d'ailleurs, c'est grâce à tes talents de commerciaux pour Abstract que je suis rentré, je me suis mis à donf dessus. Et je suis, comme toi, pour le coup, je farme quasiment que Abstract, moi, à titre perso. Parce que, déjà, numéro 1, les Pudgy, je les connais depuis très très longtemps. Je les ai assez bien suivis. Et effectivement, tu peux pas vraiment fade le momentum qu'ils ont. C'est une des rares collections d'NFT qui fait ce qu'elle sait faire. Elle a su pénétrer tous les Walmart d'Amérique et du Canada pour vendre ses peluches. Elle a su montrer qu'elle faisait des trucs qui étaient différents en fait des autres collections. Et qu'ils avaient vraiment de quoi pénétrer le Web 2 ou même le monde réel via Walmart, mais le Web 2 aussi via notamment les impressions sur Giphy, etc. Ouais. Donc là, de me dire justement, voilà, on commence à voir une ébauche des premières marques qui arrivent et il y en a potentiellement d'autres qui pourraient arriver. C'est un sérieux truc parce que c'est quelque chose, eux, ils veulent vraiment créer une chaîne de l'attention en fait. Ah ouais, du consommateur final. En réalité, il faut pas se leurrer non plus. Ça va pas être la chaîne décentralisée par excellence, etc., etc. Ça va être une chaîne qui a pour but justement de pouvoir faire en sorte que les marques aient envie de venir sur Abstract et que les consommateurs finaux classiques aient envie d'avoir un meilleur relationnel avec leur marque et se disent Abstract c'est le meilleur endroit pour ça. Donc data, donc toutes ces choses-là et tout. Il faut pas se leurrer là-dessus, selon moi, pour ça. Mais ça veut pas dire que ça peut pas nous permettre de manger, nous étant early dessus. Et ça ne veut pas dire aussi que ça ne pourra pas être drôle et que ça ne pourra pas être une partie drôle de notre vie de degen ou que ça ne pourra pas être une façon très cool aussi d'onboarder certaines personnes autour de nous. Aujourd'hui, en réalité, si je devais onboarder, allez, on va dire mon père, parce que ma mère, c'est un cas spécial, elle n'utilise jamais son téléphone, donc elle comprendrait même pas ça. Mais mon rep, il est sur son téléphone au quotidien, il est sur un ordi au moins une fois par jour. Aujourd'hui, si je voulais onboarder mon rep dessus, très sincèrement, sur la crypto, sur le Web3, aujourd'hui, je l'envoie sur Abstract. Je l'envoie nulle part ailleurs parce qu'en réalité, il va arriver sur Abstract, il va se connecter avec son mail, c'est bon, il a un wallet, il peut le top-up avec une carte bleue, c'est bon.
Donc, et il arrive sur un truc qui ressemble un peu à du Web 2. Alors, évidemment, lui, c'est pas un gamer et tout, donc je mettrai pas mon rep là-dessus, mais tu as compris l'idée. Si tu veux onboarder un pote, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple ça que même un exchange. Ouais. J'ai vu un retour d'expérience d'un mec du 7TUS qui parlait justement d'avoir onboardé son pote et son pote, il reste. Et ce qu'il faut, IMO, en fait, c'est qu'ils arrivent à développer de plus en plus des apps comme ça, pas d'être que sur du gaming enfin, c'est du gambling en vrai, de parier sur les événements réels, mais tu vois, tu sais, quand tu penses un peu au mec qui a Gambling, parié c'est déjà plus facile. Gambling, c'est déjà plus facile pour le normie que gaming. Voilà, ça, je suis d'accord. Ouais. Surtout que gaming, un peu, soit il faut que ça devienne parfaitement mobile, et donc dans ce cas-là, gaming mobile, et ça pour le normie, c'est super facile. Notamment, par exemple, le LOL, LOL game là que j'ai montré, si tu es sur mobile, que tu es comme un Monopoly sur mobile, ça c'est plutôt cool. Mais je suis d'accord. Il est dans le portail, je peux le retrouver celui-là? C'est une bonne question. Je sais pas si tu te mets dans Non, je l'ai pas gaming. vu. Non. Ah oui, non, mais de toute façon, je passerai sur ton profil. Je vais prendre ton ref. Vu que, comment dire, Ruskov, il a déjà les royalties de son PUBG. Je suis pas sûr qu'il prenne des royalties pour le coup. Je suis pas sûr qu'il prenne des royalties là-dessus. Je crois qu'il a juste été payé pour le faire, mais qu'il n'y avait pas de royalties dedans. Ok. Mais ça, c'est intéressant aussi quand même, ce business qu'ils ont créé. C'est simple. Pour moi, Lucas, il a tout compris, en fait. C'est ça le truc. C'est que évidemment qu'il peut se passer 1000 choses qui vont faire que ça va aller à zéro. Je serai jamais là devant une communauté ni devant la mienne pour dire c'est le feu, allez-y, vous allez manger comme des porcs. C'est trop arrivé de le dire et que ça marche pas pour prendre ce risque-là, je trouve. Faut mettre en avant ce qu'on aime, ce qu'on kiffe et ce sur quoi nous on croit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Lucas, il a tout compris. Voilà. Il a créé ces peluches-là. Il incentive ses holders. Les holders, ils peuvent aller donner leur IP. Et si l'IP est sélectionné, dès qu'il y a une peluche de leur IP qui est vendue, ils prennent une partie des bénéfices dessus. Il y a des mecs qui ont pris plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars sur la saison 1 parce que leur IP avait été choisi. Pour les peluches. Il faut que tu souscrives à quelque chose pour ça ou c'est eux qui te contactent? En gros, non. Tu vas directement, tu vas voir, va sur Twitter, tu vas sur Overpass, OVERPASS, IP. Okay, ouais. Et donc, en gros, bon, évidemment, les amis, avant, checkez bien que vous avez des personnes en commun qui suivent. Moi, je les follow, donc je ne follow que la bonne page. Donc, vous pouvez regarder si vous me suivez, si je follow bien, etc. Toujours cette due diligence dans le Web3, les amis, s'il vous plaît. Mais du coup, ouais. Et en gros, quand tu vas sur Overpass IP, et ben, tu as les différentes propositions, les différentes opportunités qui sont proposées. Et tu vois directement, en fait, si c'est des PUBG, des Lil PUBG ou les deux qui sont demandés, et tu vois combien seront sélectionnés. Donc là, par exemple, pour le PUBG Toys Chapter 2, tu avais 38 Lil PUBG, par exemple, tu vois, celui qu'on voit tout là-haut, qui a terminé le 11 février 2024. Pour le PUBG Toys Chapter 2, tu avais PUBG. T'as dit quoi? Je vois que le Twitter. Ah oui, voilà. Voilà, pardon, excuse-moi. Mais donc voilà. Donc en gros, tu as toutes les opportunités et tu as les opportunités en fonction, tu vois, genre tu peux regarder les collections et tu as selon PUBG, Lil PUBG, PUBG Rods. Et en fonction, tu le vois. Tu vois, là, tu as le pourcentage de royalties ici. Et tu en as où tu es juste payé, tu n'as pas de royalties, etc. Enfin, voilà. Ah non, là-dessus, ils ont fait fort. Franchement, c'est un des rares projets qui peut avoir un NFT et un token et les deux font sens à holder, quoi, en fait. Ah, je suis d'accord. Très sincèrement. Et il suffit qu'en plus, dans les opportunités de licensing, si ça se met à marcher et si PUBG cartonne, il suffit qu'ils rajoutent du staking de Pengu pour pouvoir augmenter tes royalties si tu es sélectionné ou des trucs comme ça. Bref, en fait, c'est le seul projet qui a lancé, selon moi, un token là cette année où tu te dis, OK, à la fin, avec tout ce qu'il a en tête et avec tout ce qu'il a déjà cook, ça fait sens. Il y a une flywheel qui se crée et j'adore ça. Donc, projet NFT, je veux dire, évidemment. Je ne parle pas du global du Web3. Mais donc, voilà. Donc, ouais. Donc, ça, c'est pour la partie abstract PUBG. Moi, évidemment, je suis super, super bullish sur Mega ETH. J'ai peut-être une partie de moi qui est biaisée pour la simple et bonne raison que un des co-founders qui s'appelle Bread, c'est un des mecs avec lesquels je me suis le plus entendu pendant le bear market, qui est devenu vraiment un pote. D'ailleurs, on le reçoit, on fait un gros live dimanche soir à 21h sur Mega ETH en français avec Bread qui vient, donc un des co-founders de Mega ETH.
Et voilà, enfin, c'est un mec, il n'était pas du tout, quand on s'est rencontrés, il n'était pas du tout co-founder de Mega ETH. Mega ETH n'avait pas du tout été lancé. On s'est rencontrés en 2022 sur la fin de la hype NFT. Et voilà, c'est un mec qui a toujours été présent. Il écoute le small talk toutes les semaines, alors même qu'il comprend pas le français, mais simplement pour push, pour être là. C'est un des plus gros mecs de l'écosystème actuellement. Hein. Enfin, c'est un des top yappers de l'écosystème pour ceux qui sont dans Kaito. Mais yapper, pas farmer. C'est très important pour moi de faire la différence. Enfin bref, donc voilà, donc c'est une grosse référence pour moi et un des plus gros brains de l'écosystème. Et donc le fait qu'il soit derrière, le fait que Mega ETH est certes levé, mais très peu auprès des VC et ait fait une levée communautaire à la même valuation que les VC, le fait que évidemment il y a aussi Kobe et Vitalik qui est investi dedans, etc. Enfin, il y a quelque chose que je trouve cool, que je trouve justement être dans un entre-deux pareil, entre le narratif Hyperliquid et le narratif VC Chain qui va à zéro. Je trouve qu'il y a un curseur qui est assez juste au milieu. Donc assez hypé parce que je pense effectivement que on s'en fout d'être la chaîne plus rapide qu'une autre. C'est pas ça une communication selon moi. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de dire que être une chaîne qui a des performances aussi folles, ça va permettre de créer des dApps qu'on n'a pas encore vues avant, qui se rapprochent des dApps du Web 2. Et là, pour moi, c'est intéressant de parler de performance. Pas juste de montrer ses burnes et de se dire qu'elles sont plus grosses que celles d'à côté, ça j'en ai rien à foutre, mais entre guillemets justement de pouvoir montrer qu'on va pouvoir avoir des perfs phénoménales. Et du coup, il y a des choses justement qui sont possibles sur Mega ETH qu'on voit pas pour l'instant ailleurs et que je trouve cool. Donc ça, c'est vraiment pour Mega ETH, mais on est en testnet, etc. Donc voilà, mais le testnet n'est pas incentivé en plus de ça. Très bullish selon moi. Bref, vous avez compris, c'est que des chains qui sont pas là pour faker des metrics, en gros, selon moi. Et moi, j'aime ça. Et qui pensent beaucoup à leur communauté. Et l'autre truc sur lequel je passe du temps actuellement et qui me demande très peu de liquidité, mais qui rapporte de l'argent, c'est Virtual. Et donc, en gros, il y a une flywheel intéressante, hyper ponziesque, les amis. Donc, faites attention, actuellement, c'est très ponziesque. Mais où en fait, tu yappes dessus, tu prends un peu de mindshare, tu gagnes des points. Tu hold des tokens qui sortent, tu gagnes des points. En gagnant tes points, tu vas pouvoir mettre tes points dans les prochains tokens qui vont sortir et du coup mettre des virtuals. Plus tu as de points, plus ton nombre de virtuals va être accepté dans la vente. Et quand la vente fonctionne, ça sort à 225 000 de market cap. Et quand c'est over-allocate, quand c'est over-subscribed, très vite, tu fais des x10 minimum jusqu'à x 80 sur ce qui est sur hier, quoi. Donc j'aime bien ça, mais il faut avec des sides à 2-3 chiffres, quoi. Justement, en fait, moi, pas du tout. C'est-à-dire que, en gros, tu peux pas forcément rentrer avec des gros sizes. Tu vois, genre là, moi, par exemple, les 2 derniers cooks, j'ai pu mettre que $7 et 2 fois $7. Et il y a un qui est passé à 450 balles et l'autre qui est passé à 550 balles en partant de $7. Mais tout simplement. Les factures quand même. T'as dit quoi? Ça paye les factures quand même. Ça paye les factures, clairement. Et surtout, en fait, mais c'est là qu'ils sont intelligents, en fait, Virtual. C'est justement de par le fait que tu peux pas mettre des très grosses sommes. Pourquoi? Parce qu'en gros, pardon. Déjà, tu peux mettre que 566 virtual maximum dans une vente. Ok. Les amis, évidemment, faites très attention. Rentrez pas dans toutes les ventes. Suivez les bonnes personnes qui parlent des bonnes ventes. C'est moi ce qui m'a permis de faire des cooks à chaque fois. Et éventuellement, si vous voulez, je vous dirai quelles sont les bonnes personnes. J'ai fait un gros tweet sur Virtual récemment où j'ai parlé des bonnes personnes selon moi, etc. Donc, je pourrais vous ramener vers ce tweet-là. Mais en gros, il faut avoir un maximum de points pour pouvoir faire en sorte que si tu mets tes 566 virtual, tous tes 566 virtual rentrent dans la vente. Et donc, si tu as 566 virtual, mais que tu n'as que 2000 points parce que tu n'as pas assez yappé dessus ou parce que tu n'as pas assez staké d'autres tokens, etc., et en gros, tu vas mettre tes 566 virtual, mais tu vas mettre 2000 points. Mais par rapport à d'autres personnes qui, elles, ont des centaines de milliers de points et qui ont peut-être mis 100 virtual, toi, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont rentrer dans la vente de tes virtual parce que tu n'as pas assez de points, alors que eux, leurs 100 virtual, ils vont rentrer parce qu'ils ont mis une tonne de points. En même temps. Tu dois pledge tes points en même temps. Et pour gagner des points, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit yapper dessus, mais c'est de plus en plus difficile, soit quand il y a un token que tu achètes et qui sort, il faut staker ce token-là. Et si tu l'unstake et que tu le vends, tu rentres dans un moment où pendant un certain temps, tu gagnes plus de points.
Donc ça pousse à ne pas vendre, en fait. Donc c'est un Ponzi, hein, clairement. C'est pour ça que je dis, faites attention. Il faut timer, il faut prendre des profits à un moment. Mais en fait, ils ont été très intelligents pour te donner envie de ne pas vendre et pour faire en sorte que du coup, quand les tokens sortent, qui sont des tokens attendus, pas tous évidemment, bah, en fait, ce soit un cook parce que les gens ne le vendent pas, parce qu'ils le restake pour essayer de prendre encore plus de points et essayer de pouvoir mettre encore plus de virtual à la prochaine vente successful, si tu veux. D'accord. Mais je vois de plus en plus dans ma TL popper des trades justement sur Virtual et c'est vrai que ça me donne pas envie, j'avoue. C'est ça. C'est pour ça que je dis de faire très attention. C'est que moi, là, les 2 derniers cooks, par exemple, je les ai pas stake. Tu vois, ces 2 derniers cooks à 500 et 400 balles, je les ai pas stake. Donc, ouais, je prends moins de points. Mais en même temps, moi, le yapping, j'en parle une fois tous les 2 jours sur la timeline parce qu'il y a des cooks intéressants, etc. Tu vois, aujourd'hui, il y a eu un très beau cook. Donc, je vais en reparler dans un tweet pour dire aux gens que ça s'est bien passé et tout. Et leur dire aussi de faire très attention parce que plus ça se passe bien, plus on s'approche sûrement du top. Et c'est vrai que là, on le voit beaucoup. Mais en même temps, pourquoi tu le vois beaucoup sur la timeline? Et c'est pour ça aussi que je veux faire, moi, attention à pas trop timer un local top plus qu'un top total. C'est que là, ils ont partner avec Kaito, en fait. Du fait qu'ils partner avec Kaito, forcément, tu as de plus en plus de monde qui en parle sur la timeline parce que Kaito est le centre des rewards actuellement du Web3. Donc, est-ce qu'on est vraiment à la fin ou est-ce qu'on n'a pas encore 5-6 cooks? C'est un peu difficile. Donc, je stake pas. Je garde en staking tout ce que j'avais staké jusqu'ici pour continuer à prendre des points tous les jours. Mes Diamond N bonus, etc. Je continue d'y yapper dessus tant qu'il y a des cooks parce que c'est important, mais moi, je dirais toujours aux gens de faire attention et que c'est un Ponzi. Je yappe pas juste pour yapper, moi. Je yappe pour montrer qu'il y a une opportunité, mais qu'elle risque de s'arrêter à un moment aussi et être honnête là-dessus. Et du coup, je continue à rentrer, mais de façon beaucoup plus chill. Voilà, exactement. Mais l'avantage, intéressant en tout cas. Aujourd'hui, combien même, tu vois, ces 2 gros bags-là, si je voulais les staker, en vrai de vrai, ils m'ont coûté $7 chacun. Ouais, c'est sûr. Tu vois, t'es peut-être aussi dans une optique de dire, bon, peut-être je me mets à BE, comme ça, si le Ponzi claque dans mes mains, en fait, exactement. au moins, je n'ai pas perdu. Puis tu as aussi, je pense, toi, tu as très à cœur, en fait, à chaque fois de bien donner les risques récompenses en fait, à ta communauté. Et les gars, voilà, je veux dire, tu rides plein de Ponzi et c'est disclaimé à chaque fois. Mais le problème, c'est un Ponzi, quoi. Il peut péter très tôt dans sa carrière. Comme des fois, ça peut s'emballer, ça peut faire des trucs les plus fous. Toi, tu as peut-être fait le bail des chaussures Stephen et tout à l'époque, vu que tu étais un mec un peu des NFT, tout Justement, ça. moi, je ne l'avais pas fait. Justement, c'est un des trucs que j'ai raté à l'époque et que j'ai beaucoup regretté de rater parce que je le vivais en même temps et je voyais les gens le vivre et moi, j'étais pas dedans parce que j'étais beaucoup plus dans la partie degen et NFT, un peu moins dans cette partie Web 2.5 qui a été du coup, où c'est vraiment le Web 3 qui a mangé dessus, hein, mais du coup, je l'ai pas vécu. Mais quel Ponzi incroyable. Quel Ponzi incroyable. Mais aussi, quelle fin tragique. Ouais, putain, c'est clair. J'ai réussi à mettre un peu à BE, mais j'ai tellement mal timé ma sortie. Très sincèrement, moi, je vais vous dire, 2021, je pense que c'est le cycle que le plus de monde a mal timé. Mais vraiment, genre. Parce qu'en fait, il y avait tellement de nouveautés, les NFT étaient tellement fun, ils ont amené une telle notion de communauté aussi, où on avait l'impression que notre pote à côté, lui aussi, il allait jamais lâcher, tu vois, genre. Et donc, j'ai cette impression qu'il y avait un côté un peu plus communautaire, un peu plus masse consommateur, culture en 2021 qu'il y a pu avoir au cycle précédent, où les cycles précédents, il y avait des nouveautés folles, mais il y avait un peu ce côté où dans la DeFi, dans les Ponzi et tout, c'était clair que c'était pour faire de l'argent. Avec les NFT, il y avait un peu ce côté, mais les marques vont arriver, c'est le futur, on est en train de créer les communautés du futur, on rééquilibre la balance entre les marques et le consommateur. Et même si moi j'y crois sur le long terme à ça, 2021 c'était trop tôt et c'était trop dur de timer et de se dire que c'était trop tôt parce qu'on était en plein milieu, quoi, tu vois. Ouais, et puis 2021, on s'attendait peut-être un peu à un cycle soutenu à la 2017. Et aujourd'hui, les mecs s'attendaient à un cycle 2021, alors qu'on vit peut-être justement plus le cycle, l'ascension un peu à la 2017, quoi. Vis-à-vis de Mega ETH, j'ai une petite question, mon Frenchie, parce qu'en fait, moi, je suis un flemmard. Je suis un flemmard, frère. Et donc, c'est pour ça que Abstract, c'est cool, j'ai mes repères, je sais ce que j'ai à faire et tout. Par où je commence si j'ai envie de m'intéresser à Mega ETH pour rentrer un peu dans le vif, trouver
j'ai envie de te dire tous les bons liens, les bonnes refs et comment un peu essayer de se placer. Et d'ailleurs, avant ça même, est-ce que tu penses qu'à commencer, par exemple, c'est encore quelque chose qui est valable, Mega ETH, un peu à la même image que Abstract? Écoute, c'est très difficile à dire Mega ETH. En fait, je pense que le meilleur placement Mega ETH, c'était les Fluffle, pour être honnête. C'est une vente de SBT qui a eu lieu il y a quelques semaines de ça. Okay. Et qui, en gros, c'était un ETH, le SBT. Mais par contre, en gros, c'est simple, la collection Fluffle aura 5% de la supply. En gros, c'était ça le deal. C'était une ICO finalement cachée, en gros. 5% minimum de la supply, avec un unlock de 50%, je crois, day one, et un vesting sur 6 mois pour les 50% restants, mais avec ton vesting qui peut être modifié selon ton activité on-chain et off-chain, sociale. Okay. Très intelligent. J'aimais beaucoup cette façon de penser la chose. Et au moment où on l'a acheté, où le TH était quand même beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, ça faisait une valo que moi je trouvais assez intéressante. Je l'ai plus en tête, faudrait que je re-regarde les calculs, mais je l'ai plus en tête exactement. Est-ce que ces SBT, ils peuvent se racheter? Eh non, justement, c'est ça le truc. Okay. Et donc, du coup, il y en a que 5000 sur 10 000 qui ont été mintés pour l'instant. Et il y en a 5000 autres qui, là, vont être distribués. Enfin, pas distribués, mais en gros, les mint spots vont être accessibles via les DApp Mega ETH Mafia. Mega ETH Mafia, c'est l'accélérateur. Mega Mafia, c'est l'accélérateur en fait de Mega ETH. Et donc, il y a des DApp sous cet accélérateur. Et c'est vraiment en étant présent dans sûrement les Discord, tu vois, de ces DApp-là, etc. Enfin, qui a la possibilité, je pense, à terme, de pouvoir avoir accès à ces choses-là. Et donc, si tu veux, pour un flemmard, je pense qu'on est quand même beaucoup plus proche du farming un peu plus à l'ancienne, de présence, rôle Discord, se donner à fond dans l'écosystème, montrer que tu aides l'écosystème, etc. Qui n'est pas forcément une mauvaise chose si tu aimes l'écosystème. Moi, je trouve que, moi, j'aime beaucoup l'écosystème Mega ETH, donc ça m'aurait pas posé de problème de le faire si j'avais pas été Fluffle Holder, sincèrement. Mais c'est plus compliqué. Voilà. Et surtout qu'ils avaient annoncé, je crois, aux alentours de... ils avaient annoncé 5 mois avant que ça se lance. Donc pareil, je pense qu'on sera peut-être sur du septembre-octobre. Donc on est quand même pas loin. Et sans savoir exactement ce que tu fais sur la chaîne, sans avoir de notion d'XP comme sur Abstract, etc. Donc, moi, si je dois faciliter la vie à des gens, en revanche, j'irai sur le site que le KOL Ultra a créé. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Ultra. Hop là. Et donc, en gros, Ultra a créé un site qui s'appelle Fluffle. Attendez. Voilà, Fluffle Tools. En réalité, ce sera plus simple ici. Et donc, en gros, là, ça, fluffle.tools, c'est vraiment, tu as tout dessus. C'est-à-dire que tu as carrément, si tu te mets sur la partie testnet, tu as directement de quoi ajouter ton testnet à ton MetaMask, à ton Rabi ou je ne sais quoi. Tu vois, tu as vraiment tout. Et là, donc, dans testnet, tu as Overview, les mint NFT qui arrivent, le guide, le bingo. Je ne vois pas à l'écran. Les gars, je vais devoir vous laisser, moi. Je suis désolé. Je te remercie, Frenchy, d'être passé. C'était super cool de t'avoir. Merci beaucoup pour toute ta bienveillance et toutes tes petites astuces que tu nous as données. C'était cool. Merci à vous, surtout de me recevoir, les refs. Franchement, c'est toujours un plaisir. Grand plaisir, frérot. Hein. Mais grave. Vous l'avez compris. Tout le monde, en tout cas. Salut, mon ref. Ciao. Vous l'avez compris, hein, je yappe sur la timeline parce que je suis un yappeur en vrai. Hein. Je fais que parler des choses qui m'intéressent. Faut pas trop me lancer. Mais tu vois, regarde ici, tu as testnet du coup. Donc là, tu as overview global, tu as les mint NFT qui arrivent, tu as un guide et tu as là le bingo. Le bingo, pour moi, c'est un bon moyen d'avoir une idée en fait un peu globale de ce que tu peux faire. Il n'y a rien à gagner, hein, mais juste il t'a fait des petites bingo cards où en gros il te dit des petits trucs à faire pour un peu tester les dates. Tu dis quoi? ETH tout balala. Oui, exactement, parce que ça s'appelle Valhalla. C'est du Purps en fait. C'est un peu un Hyper Liquid en fait sur Mega ETH. Mais donc voilà, en gros, en remplissant toutes ces petites cartes, vous avez votre bingo global. Ça vous permet d'avoir vu un petit peu ce qui se passe dans l'ensemble. Et là, du coup, dans le testnet, je pense que dans l'overview ici,
Voilà, tu vois, tu as ton add to wallet, il te dit où est-ce que ça en est, tu as le faucet, bref, il a tout réuni au même endroit, c'est un monstre, hein. Franchement, ce KOL Ultra, c'est un mec que j'adore. Et du coup, dans écosystème, ici, si vous voulez essayer d'aller chercher un des 5000 spots restants pour les Fluffle, mais n'oubliez pas quand même que ça coûte 1 ETH, hein, les amis, le SBT. Là, vous avez les DApp, forcément. Et donc, toutes les premières DApp qui sont là, c'est des DApp Mega Mafia. Et sinon, vous allez sur Mega ETH. Est-ce que je l'ai là? Alors, attendez. Il va falloir que j'aille sur le site directement. Voilà. Et sur Mega ETH, ici, vous allez pouvoir aller sur testnet, là-haut. On n'a pas le suivi à l'écran, frérot. Voilà. Merde. Ah, vous n'avez pas le suivi à l'écran? De toute façon, ça bug. Ça amène un mauvais return. Mais bon, en tout cas, sur le site Mega ETH, vous irez sur testnet. Et du coup, vous aurez Mega Mafia ou Forge. Forge, c'est tout l'écosystème supporté par Mega ETH, mais c'est pas l'accélérateur. Mega Mafia, c'est l'accélérateur et c'est là qu'il faut essayer d'aller se placer pour essayer de choper un Fluffle, quoi. C'est encore possible quand même d'en avoir un? Il en reste 5000 en fait. Donc, en gros, la première vente, c'était un peu pour les OG, pour des très gros wallets ETH et Sol qui avaient des empreintes depuis très longtemps, etc. Donc ça, c'était la première vente des 5000 sur 10 000. Et là, il en reste 5000 qui vont être en fait tout simplement accessibles aux personnes qui vont être les plus axées sur certaines DApp et qui vont aider le plus l'écosystème, que ce soit empreinte sociale ou empreinte on-chain. Et donc, en gros, moi, ce que je conseillerais, si vous avez cette liquidité-là et si ce 1 ETH pour rentrer dedans a tel valo, mais l'ETH a monté aussi, donc il faut garder ça en tête, les 5%, en gros, je pense que dans ce cas-là, moi, j'irai sur une application en particulier de Mega Mafia et je me mettrai à balle dessus, je les aiderai, je ferai du feedback, prenez celle qui vous intéresse le plus. Je suis des gens qui pensent, les amis, que farmer pour farmer, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, moi, j'irai chercher ce qui m'intéresse le plus. Et du coup, faites des feedbacks, aidez-les, etc. Et peut-être qu'en vous concentrant sur une app de Mega Mafia, ça vous permettra d'avoir accès à la vente Fluffle et donc aux 5% de la supply, quoi. Ok, franchement, ça, je vais m'y intéresser de fou. Tu as une étape à la fois. On a fait abstract. C'est pas trop mal. Maintenant, on est gold, on se laisse porter, on fait ce qu'il faut. Mais Mega ETH, ouais, c'est vrai que ça a l'air intéressant. J'en parlais aussi avec un poteau d'ailleurs en off. Et c'est vraiment très, très intéressant parce qu'en fait, tous les mouvements, par exemple, que tu vas pouvoir faire dans un jeu in-game, ça compte pour le coup un peu comme une TX aussi. Et comme tu disais, ça crée des nouveaux cas d'usage qu'on n'avait pas vu, avant, quoi. Et ça, je crois que tu l'avais montré à l'époque quand ils ont sorti ça avait fait comme ça. Ça avait fait un petit buzz, d'ailleurs, à la fois buzz et à la fois bad buzz, parce que effectivement, le jeu en lui-même tel quel, ça n'avait aucun intérêt qu'il y ait des transactions à chaque mouvement. C'était pas ça le but en fait de montrer ça. Le but de montrer ça, c'était de montrer à quel point c'est tellement rapide sur Mega ETH, en tout cas pour l'instant en testnet, et c'est leur but à eux, même en mainnet, que tu pourrais même jouer à un jeu de normies avec chaque interaction, chaque chose que tu fais dans ce jeu on-chain. C'est pas le but, il n'y a pas un intérêt spécial à ça, mais en revanche, oui, effectivement, de montrer que tu vas pouvoir avoir une telle performance et rapidité, que tu vas pouvoir accéder à des choses du Web 2 avec le Web 3 en infrastructure et que ça ne changera rien à ta vie, ça permet de rapprocher le Web 3 du Web 2 comme never. Moi, en tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce que j'espère parce que c'est comme ça que j'aime le Web 3, moi. Et donc, de se dire, il pourra y avoir des choses on-chain qu'on n'aurait pas pu mettre on-chain avant. Et donc, là, créer super power notre activité online grâce à la blockchain, sans que ça soit un pain point, sans que ce soit casse-couille, sans que ce soit relou. C'est-à-dire, typiquement, j'en sais rien moi, mais là, le seul truc qui me vient en tête, il est nul à chier, donc je vais essayer de penser à autre chose. Mais ouais, typiquement, voilà, j'achète un peu de G-Toy sur Amazon. Ok, c'est on-chain, c'est bon. Et donc, en fait, certes, pour Amazon en lui-même, peut-être que ça change pas grand-chose pour Amazon tout seul. Si tu penses par rapport à mes clients, moi, je sais que mon client, il a son profil, il a acheté quelque chose. Oui. Mais si ça me permet, en tant que nouvelle marque, etc., quand il y a des nouveaux qui vont se créer, pour moi, c'est l'utilisateur qui doit être au centre à la fin de tout ça. Même s'il donne des datas, même si on voit son panier moyen, même si on voit de plus en plus de choses, tant que c'est crypté et qu'en plus de ça, c'est lui qui est au centre du reward derrière ça, c'est le plus intéressant. Donc pour moi, à terme,
les nouvelles boîtes qui vont se lancer et qui vont dire bah ouais, vous allez faire votre panier chez nous et tout, ça va être on-chain. Si on veut vous garder, bah, va falloir qu'on soit bon avec vous, va falloir qu'on vous reward. Sinon, comme c'est on-chain, bah, y a un nouveau concurrent à nous qui va arriver et il va nous vampiriser. Et ben, en gros, pour moi, c'est ça. C'est nous qui devons être le plus essentiel, alors qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on est le plus essentiel parce que notre data est essentielle, mais on n'a rien en retour face à ça. Et il n'y a aucune boîte qui fait un pas dans notre sens. Pour moi, plus le Web 3 va pouvoir se rapprocher du Web 2 et faire en sorte que le Web 2 puisse avoir le Web 3 en infrastructure sans que ça se ressente, plus ce sera intéressant pour les gens de se dire, attends, là, OK, à choisir entre les deux, cliquer sur oui, je donne mes cookies sur un site où ça va être intéressant pour moi de les donner et cliquer sur un autre où en réalité c'est juste intéressant pour ce site-là. Si c'est la même interaction, le même clic, là, on arrive sur un débat intéressant pour quelqu'un qui est dans le Web 2. Tant que cette personne dans le Web 2, elle te dit, ouais, mais attends, moi, si je me connecte avec Facebook d'un côté, si de l'autre, je dois télécharger MetaMask, que j'ai un pop-up à chaque fois que je fais quelque chose, que ça me coûte des frais, en vrai, évidemment qu'elle va aller donner ses datas parce que elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il n'y ait plus de c'est qu'il y ait pas de friction. Elle veut pas qu'on lui rajoute de la friction. Donc, moi, j'aime ce que Mega ETH ramène en termes de performance à ce niveau-là, c'est-à-dire se rapprocher des performances des apps du Web 2. Ouais, c'est clair que c'est utile pour plein de cas d'usage, tu vois ce que je veux dire, au quotidien. Et tu peux imaginer une multitude en fait de choses dans lesquelles ça peut s'étendre. Et je trouve que c'est intéressant de prouver qu'on a des infrastructures qui peuvent le permettre. Je pense notamment aussi d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu passer hier, il y a Saigar qui a tweeté dessus. Oui. Abstract arrive avec le même concept, c'est-à-dire que les transactions en real time, en fait, elles arrivent. Là, ils l'ont fait sur un démo, sur un truc de démo cookie, mais on se met un petit peu dans l'optique de ce que tu disais juste avant, des marques qui viennent en partenariat sur Abstract. Ça va pouvoir potentiellement représenter des moyens de fidélisation, des moyens d'approche un petit peu qui sont aussi énormes. Et j'en parlais, en fait, juste 2 heures avant avec un poteau, on parlait de Mega ETH et que c'était ouf qu'il proposait ça. Et juste, je raccroche avec lui, je regarde hier sur Twitter et je vois ça. Bah oui. J'arrive aussi vis-à-vis d'Abstract et je me dis, ok, c'est potentiellement insane en fait. Ouais, je suis d'accord. On pèse peut-être pas tout de suite le tout, mais en fait, justement, comme tu dis, ça restera à voir comment c'est mis en place avec des grosses marques qui arrivent et qu'est-ce que ça peut changer typiquement à nos expériences on-chain. Mais tu vois qu'on arrive un peu dans une nouvelle ère avec les account abstraction, avec ce genre de choses. On va pouvoir se permettre, si tu veux, d'avoir une hygiène Internet et de pouvoir vivre aussi, notamment via les cryptos, de manière de plus en plus simplifiée. Et peut-être que le endgame final, c'est GTA 6 qui va nous l'apporter, qui sait. Tu vois, on prie, mais il reste une chose factuelle, c'est qu'il faut qu'on make it avant ce GTA 6, parce qu'il va avoir un impact sur nos vies sociales absolument catastrophique. On va se retrouver célibataires à nouveau, les gars, à ce rythme-là. Eh oui, malheureusement. Non, mais en tout cas, franchement, merci pour toutes ces petites insights, mon cher Frenchy. Et à l'occasion, ça pourrait être gaulerie d'ailleurs qu'on monte ensemble aussi sur un petit live abstract si ça te chauffait. De ouf. Trop chaud. Parler potentiellement de Mega ETH, de Abstract, faire un petit peu une petite session, une petite routine farming, parler avec les abos. Je suis devenu streamer en fait sur Abstract aussi. Eh ben voilà, magnifique. Mais déjà que tu saches, ce soir à 17h30, t'étais le bienvenu si tu veux venir. On fait un small cast. Il va y avoir Ika, Nix, Pasher. On fait un small cast vraiment en mode on discute de tous les écosystèmes qui nous font kiffer actuellement. Donc ça va parler Mega ETH, Abstract, ça va parler Hyperliquid évidemment. Ça va parler aussi Berachain un peu, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui continue de se cook dessus. Voilà, donc on va parler un peu de tout, on va débattre un peu de tout ça vraiment en mode chill discussion pendant 1h30 de 17h30 à 19h. Donc déjà les gens qui veulent venir écouter, vous êtes les bienvenus, mais surtout toi mon ref, si tu veux venir participer un peu à tout ça, t'es plus que bienvenu. Carrément, je ferai l'avocat abstract, mais mais vas-y, ouais, c'est à fond, parce que justement, moi, en fait, c'est un peu le manque de temps, si tu veux, avec le média et tout, qui fait que j'ai du mal à me mettre sur 3 écosystèmes en même temps. On avait fait passer Pasher d'ailleurs, qui nous montre un petit peu Hyperliquid, tu vois. Je l'ai pas très très bien exploité après coup, si je compare par exemple à Abstract. En même temps, c'est plus difficile. Abstract, il y a un peu ce côté justement fun. Tu vois, t'as l'impression de
t'as l'impression de faire une pause un peu en étant sur Abstract, tu vois. Ouais, Alors que, ouais. et je suis d'accord, hein, Hyperliquid, moi aussi, il faudrait que j'en fasse plus parce que j'ai fait qu'augmenter mon bag depuis les $14 à peu près. Ce serait cool de le mettre à profit en farmant un peu HyperEVM. Et c'était mon dernier truc, justement, le dernier point. Il y a Lamboland qui va lancer un projet sur HyperEVM. C'est lui qui avait lancé Pac-Moon à l'époque, qui avait explosé sur Blast, pardon. Donc, à mon avis, ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer dessus, en mode un peu plus, justement, culturel que farming. Lui, il est en mode l'avocat à dire que HyperEVM, c'est le prochain Solana, etc. Nous, on n'est pas totalement d'accord là-dessus sur The Small Talk, mais en revanche, quand il crée quelque chose, lui, c'est souvent un petit banger pendant quelques jours sur la timeline. Pac-Moon, aujourd'hui, c'est à 0, il faut le savoir, mais ça aurait pu rendre riche des gens. Donc, timez-le, mais ça m'étonnerait pas que ça puisse être un cook, ce qui va lancer. Il est pote avec tous les ICO Beast, il est pote avec tous les Whale, toutes ces personnes-là qui se soutiennent entre eux. Donc, quand il va lancer son projet, ça m'étonnerait pas que ce soit push à balle, quoi. Ok, insane, nice. Nice. Bah, de toute façon, je pense que ça va en parler ce soir, justement, au small, peut-être un petit peu. Mais à suivre, Il y a ouais. Baptiste qui dit, vu ce qui s'est passé avec Blast, il n'y a littéralement aucun intérêt à suivre ce que ce mec propose. Ça dépend, encore une fois. Hein. Si tu sais le timer, si tu sais que l'attention, ça crée du price action sur le moment, en réalité, ça peut être intéressant, justement. Mais pas en parler, pas en, comment dire, pas être bullish dessus, mais en revanche, en profiter. Je pense que ça peut être intéressant. Je respecte énormément la commu Small Talk, mais ils sont trop tournés sur des projets cash grab. Encore une fois, vraiment, ça dépend comment t'en parles. C'est-à-dire que si tu es là pour dire que ce cash grab, c'est un projet incroyable, long terme de ouf, je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que ce soit ce qu'on fait. En Pas la revanche, DA, Small Talk, en revanche, si tu es là pour dire, les gars, comme je dis sur Virtuals, c'est un Ponzi, timez-le bien, mais il y a des grosses opportunités actuellement. Je vois pas en quoi c'est une mauvaise chose. Je pense qu'on a tous envie d'augmenter un peu son wallet dans le Web3 et que donc pouvoir profiter de quelque chose qui est là pour faire de l'argent mais pour aussi en extract, si on arrive à le timer, c'est pas une mauvaise chose et c'est souvent quand il y a les plus gros risques qu'il y a des plus gros rewards. Donc ce côté left curve, il a quand même aussi beaucoup montré en 2023 qu'il était plus intéressant que le côté right curve, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert avec leurs alts, alors qu'en timant bien les choses, il y avait moyen d'aller chercher beaucoup de choses côté culture, côté left curve à balle, etc. Donc, pour moi, il faut juste pas se mettre comme un martien dans quelque chose. Faut pas être maxi. Il faut savoir timer à chaque fois. Il faut surtout avoir la responsabilité propre de prendre ses profits à chaque fois. C'est essentiellement quoi. Ouais, et ça là-dessus, franchement, il y a pas, c'est dans la DA, hein, vous avez toujours assez bien communiqué dessus. Et je pense que c'est ce que les gens ils apprécient et pourquoi ils reviennent tous les jours. Le truc, partiste, c'est que quand tu es dans un marché qui est fondamentalement haussier, les Ponzi, des fois, ils vont t'offrir, si tu veux, des trucs qui sont dans une petite fenêtre de temps que tu revois presque jamais. Alors, je te donne des exemples un peu bateaux, mais Luna, tu vois, tu avais deux choix au cycle dernier, par exemple. Le fade complètement, parce que oui, c'était un Ponzi, c'était visible quasiment dès le départ, ou bien le rider. Il y en a qui l'ont ridé et qui se sont fait littéralement des couilles en or. Pareil pour Stephen, dont on parlait un petit peu avant. Là, on est peut-être moins dans ces ordres de magnitude, mais des Ponzi restent toujours parfois lucratifs et il y a quelque chose à en tirer. Maintenant, je trouve que justement, c'est mieux d'avoir des personnes, si tu veux, qui vont avoir la sagesse, parce qu'ils ont l'expérience, et de te dire, Giga, prends des profits, c'est un Ponzi, ça ne dure pas une éternité, plutôt que justement, à l'inverse, des mecs qui disent, ah ouais, long terme, c'est le nouveau truc, etc. Et surtout, en fait, il y a quelque chose, parce que une chose est sûre, les gens comme Partis, je trouve que c'est les meilleures personnes de cet écosystème. Genre, c'est essentiel pour moi de le dire. C'est pour ça que même quand je parle de farming, moi je dis allez regarder la DApp qui vous intéresse le plus, etc. Je pense personnellement que c'est incroyable de pouvoir être le plus éthique possible. C'est incroyable de pouvoir supporter les projets qui sont les plus cool, qu'on aime le plus, etc. Et vous voyez, les projets dont je parle le plus, moi, au quotidien, c'est des projets en lesquels je le crois. Ou alors, quand c'est un Ponzi, je fais des disclaimers 10 fois. Donc, je trouve que c'est important, moi, de faire très attention à la notion éthique. En revanche, augmenter son wallet en soutenant les bons acteurs, c'est possible. Frérot, Hyperliquid, fallait avoir un gros wallet pour pouvoir in et en profiter comme il fallait. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Les personnes qui aujourd'hui ont mangé de zinzin sur Hyperliquid, c'était pas le même type de farming qu'un farming sur un projet où bah ouais, il y a des VC, il y a beaucoup de communication autour, tu manges, tu passes à autre chose. Et donc, c'est aussi intéressant de pouvoir essayer de se placer dans l'entre-deux, je pense, où quand tu n'as pas la liquidité pour, parfois, prendre des petits risques, bah ça peut permettre ensuite de se retrouver dans la situation de se dire, là, enfin, je vais pouvoir enfin me poser sur que des trucs qui sont pour moi des trucs à mettre à balle, tu vois. Tu pouvais farm un énorme airdrop avec quelques dollars. Fallait avoir une connaissance du trading, moi. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui auraient perdu beaucoup d'oseille dès leur premier trade et qui n'auraient pas pu remettre d'oseille dedans. Donc c'est pour ça que je dis ça. Aujourd'hui, Virtuals, avec 7 balles, tu peux faire des 500 balles. Et je dis à n'importe quelle personne qui a un tout petit wallet, faites-le une fois et sortez. Prenez ces premiers 500 balles et ensuite allez faire quelque chose d'un peu plus cool pour vous avec ces 500 balles en les répartissant sur des trucs, une partie moins risquée, une partie tout aussi risquée pour ressortir à ce prochain 500 balles et tout. Mais faut avoir des connaissances. C'est pas aussi facile, je pense, Hyperliquid. Dans la tête de beaucoup de gens, c'était évident. Moi, personnellement, qui suis pas trader, Hyperliquid, c'était impossible pour moi de m'y mettre, de le farmer, etc., etc. Alors pour autant que c'était une opportunité monstrueuse et que c'est incroyable ce qu'ils ont fait et que je les respecte de ouf et que je suis content d'avoir assez de liquidité à mon niveau pour pouvoir in le token à des moments qui m'intéressent actuellement. Mais pour moi, c'était pas si évident. Bon, bref, c'est un débat pour une autre fois parce que là, je vois qu'il est bientôt 13h, etc. Mais effectivement, je respecte de ouf cet avis que tu as, partiste, mais je pense que ça correspond quand même à des personnes qui ont un edge, selon moi. Si tu n'as pas encore d'edge, c'est parfois plus cool de pouvoir se mettre en place dans la culture et le left curve, d'essayer de la comprendre et de la timer, quoi.